Madame, Monsieur, bonsoir. Les politiciens corrompus donnent une mauvaise image des 10% restants, disait un certain Henry Kissinger. Vous l'aurez compris, plein phare dans cet épisode sur la corruption. L'actualité, c'est ce tout dernier rapport de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, le dernier en date qui porte sur l'année 2022 et le premier du genre depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi 46-19, c'était le 9 mars 2021. La loi définit et surtout élargit les attributions et les prérogatives de l'instance, dont celle du statut de commissaire, qui remplit sa mission d'investigation sous l'autorité, bien sûr, du président de l'instance et qui sanctionne aussi d'un PV à valeur juridique jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà, le dernier rapport de l'instance nationale donc, de la probité, de la prévention, de la lutte contre la corruption révèle que la situation ne semble pas s'améliorer pour cette lutte. Elle empire même, faisant perdre au Maroc des points précieux dans l'indice mondial de perception de la corruption. Pourtant, le Maroc a fait de la lutte contre la corruption une priorité, en témoigne cet appel, ou dirais-je, ce rappel de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2020 à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, je cite, « Indépendamment de ses objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de l'adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. À cet égard, les institutions de l'État et les entreprises publiques doivent montrer une attitude exemplaire et agir comme un levier de développement et non comme un frein. » Fin de citation. La corruption coûte cher à l'économie et handicape le développement du royaume. Justement, la parution du rapport de l'instance de la probité, de la prévention, de la lutte contre la corruption coïncide avec une série de scandales qui touchent ou entachent une partie de l'élite politique. Le pouvoir attire les corruptibles, suspectez tous ceux qui le cherchent, écrivait l'Américain Frank Herbert. L'État marocain semble en tout cas déterminé à en découdre avec le cancer de la corruption. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Va-t-on enfin s'en sortir? C'est ce que nous allons débattre ce soir et nous avons la joie et le plaisir d'accueillir justement le président de cette instance, Mohamed Bachir Rachdi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions et aux questions des citoyennes et citoyens marocains. Et nous avons un plaisir renouvelé de l'accueillir, cette fois avec la casquette de juriste. Il est, rappelons-le, avocat au barreau de Casablanca, docteur d'État en droit et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur ou maître, Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, Monsieur Rachdi, vous étiez devant la commission permanente chargée du contrôle des finances publiques, donc à la Chambre des représentants, pour présenter ce rapport annuel au titre de l'année 2022. Et cette programmation, selon ce qu'on pouvait lire dans la presse, était très attendue et ça se comprend. Alors, selon vos dires, justement pendant cette réunion, la réalisation des objectifs de développement escomptés nécessite, je vous cite, un changement d'approche de manière à assurer une complémentarité institutionnelle efficace à travers la convergence et l'articulation des rôles et des responsabilités des autorités, instances et institutions concernées. Fin de votre citation. Je vais m'arrêter justement sur l'articulation, la convergence des rôles et responsabilités des autorités. Qui est concerné? Quelle convergence entre ce que fait l'instance que vous présidez et les autres instances concernées par la lutte contre la corruption, M. Rachdi? Le phénomène de la corruption, effectivement, est un phénomène complexe et il se complexifie avec le temps, dans la mesure où les pratiques de corruption profitent de tous les apports, que ce soit en termes de réseaux financiers, en termes de réseaux d'échange, de communication. Ils prennent pleinement possession des apports des innovations technologiques et donc c'est un phénomène très complexe. En plus du fait de sa propriété et spécificité, c'est que ce sont des pratiques illicites. Et donc, pour pouvoir combattre la corruption, il est indispensable à agir de manière d'abord multidimensionnelle, sur plusieurs dimensions sur lesquelles on reviendra, et ce qui implique l'intervention de beaucoup d'acteurs, que ce soit les autorités publiques, les autorités et instances publiques, ou que ce soit même au niveau du secteur privé et de la société civile. Donc, mais ceci ne veut pas dire qu'on est dans une responsabilité noyée où tout le monde est responsable,
mais nous devons agir de manière avec des rôles et des responsabilités fortement articulés, chacun dans son domaine. Et donc l'instance a bien entendu, selon la Constitution de 2011, un rôle central puisqu'elle est chargée d'orienter, de coordonner, d'assurer le suivi d'exécution de toutes les politiques publiques en matière de prévention et de lutte contre la corruption et de présenter les orientations dans ce sens et les mécanismes qui permettent une mise en œuvre efficace et avec les résultats escomptés. Mais pour qu'elle puisse amener cette valeur ajoutée de convergence, il faudrait effectivement définir les rôles de chaque intervenant. C'est ce que le rapport de 2022 a essayé de faire. D'abord, en rappelant les recommandations que l'instance a présentées pendant les années précédentes dans les différents rapports annuels et les rapports thématiques qui les accompagnent, mais aussi en précisant quels sont les domaines de collaboration, de complémentarité dont on parle, et dans ces domaines, qui est concerné et de quelle manière on va pouvoir agir ensemble et comment est-ce qu'on pourrait coordonner, aboutissant au final à un cadre institutionnel qui est proposé, d'ailleurs qui a été l'objet de plusieurs discussions et échanges avec les services du chef du gouvernement et avec le chef du gouvernement même qui lui a été présenté, sur lequel il y a une très forte convergence et qui est de nature, une fois retenu et une fois qu'il est adopté, ce cadre institutionnel permettrait d'engager le Maroc vers une nouvelle ère de lutte contre la corruption. Alors, engager le Maroc, mais il faut un engagement aussi des institutions. Oui. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est très bien, mais après, ça revient au pouvoir décisionnaire, j'ai envie de dire, de ces institutions, si elles s'engagent ou pas. Ces rapports, qu'est-ce qui nous fait dire que ce rapport ne sera pas, excusez l'expression, mis aux oubliettes ou relégué justement à un plan peut-être pas primordial afin qu'il ait l'effet désiré. Justement, c'est pour ça que l'instance a beaucoup insisté dans ce rapport et dans les différents rapports qu'il faut avoir un changement d'approche, un changement en profondeur de l'approche et que justement, quand on dit engager le Maroc, c'est l'engagement de toutes les institutions et de toutes les autorités concernées dans un cadre de partage de vision, dans un cadre d'une stratégie renouvelée, d'une stratégie de nouvelle génération où les choses sont très bien précisées et c'est ce que l'instance a veillé à faire et qu'elle a justement, elle a rendu compte dans ce rapport et les rapports thématiques qui l'accompagnent, elle a rendu compte de ce qu'elle a fait pour préparer les conditions de cette transition vers la nouvelle ère de lutte contre la corruption au Maroc. J'aimerais bien qu'on en parle justement de cette nouvelle ère parce qu'il est temps qu'on ait un nouveau chapitre. D'ailleurs, nous soulignons aussi le facteur temps comme un élément déterminant pour pouvoir obtenir les résultats et produire des impacts sur la tendance de la corruption et le changement de la réalité des citoyens et des acteurs économiques. Donc le facteur temps est un élément fondamental d'abord pour l'efficacité parce que ce que nous faisons aujourd'hui, si on le retarde quelques années, il n'aura plus le même effet, il ne produira plus les mêmes effets. Et donc le temps est un facteur qui est étroitement lié à ce qu'on propose et à ce qu'on doit faire. Et il est aussi un élément fondamental au niveau de la crédibilité, parce que les Marocains ont perdu confiance par rapport aux politiques de lutte contre la corruption. L'enquête dont les résultats ont été publié en parallèle du rapport annuel de l'instance, ces résultats montrent que les citoyens considèrent que les politiques publiques ne sont pas efficaces, qu'elles ne permettent pas de changer la réalité de la corruption au Maroc. Bien au contraire, ils considèrent que la corruption s'aggrave. Et ils sont aux 2/3, que ce soit les Marocains, que ce soit les citoyens résidant au Maroc ou que ce soit les Marocains résidant à l'étranger, aux 2/3 considèrent que les 2 dernières années ont connu une régression au niveau de la lutte, de la situation de la corruption. Donc tout cela nous engage tous, chacun au niveau de ses positions et de ses responsabilités, nous engage à agir pour changer cette réalité et pour commencer à produire des résultats
perceptible par les citoyens et par les populations cibles d'une manière générale et les acteurs économiques en particulier, produire ces résultats. Et donc cela nécessite le changement de l'approche telle que l'instance le propose. Aujourd'hui, l'instance présente les orientations stratégiques, mais elle présente, dans le cadre de ces orientations stratégiques de la politique de l'État, elle présente le cadre de gouvernance qui garantirait l'atteinte des résultats, et elle va dans la finesse de tout ce qu'il y a lieu de faire. J'ai parlé du cadre de coordination et de partenariat et de complémentarité, mais elle parle aussi de comment on va agir sur les différents piliers qui permettraient de changer la réalité de la corruption. Ils sont au nombre de 6 et 2 qui accompagnent. Donc, 8 piliers fondamentaux sans lesquels nous n'arriverons pas à... Alors moi j'ai envie de dire, le pilier fondamental, c'est la réforme judiciaire. Je vais peut-être adresser la question au juriste qui est avec nous, professeur Sahimi. Alors, on entend cet appel ou ce rappel de l'instance. Il y a cet engagement, cet appel à l'engagement, cet appel au changement de la réalité. Quel changement de la réalité sans le changement du code pénal? Peut-être un rappel aussi que le code pénal marocain sanctionne théoriquement la corruption. 10 articles consacrés plutôt à ce crime. Vous avez raison de relever ce point. Je voudrais préalablement faire 2 observations, si vous le permettez. La première, ce qui me frappe dans la lutte contre la corruption, c'est la lenteur gouvernementale. On a une constitution de 2011 qui a prévu la création de cette instance constitutionnelle. Elle n'a été créée qu'en 2015, fin 2015, et elle n'a commencé à fonctionner qu'en 2018. Et nous en sommes aujourd'hui, début 2024, à enfin un plan d'action pour ce qui est de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire 13 ans, 12 ans et demi après la nouvelle Constitution. C'est ça qui est un trait marquant des politiques publiques, la lenteur. Deuxième trait marquant des politiques publiques, le discours. Vous prenez le discours gouvernemental, il fait tout le temps référence à la nécessité de la lutte contre la corruption. C'est dans le discours du chef du gouvernement octobre 2021 pour son investiture. C'est dans le discours des membres intéressés. C'est dans le discours du ministre de la Justice. Sauf qu'il n'y a pas de mesures concrètes. Mais la mesure... Professeur Sahimi, Maître Sahimi. Vous parlez de la réforme du code pénal, la mesure, si on va parler de lutte contre la corruption et d'efficacité de cette lutte, de cette prévention, c'est le code pénal. Si le code pénal n'est pas réformé, si pas vous seulement. Mais est-ce que vous pensez que c'est un prérequis et c'est le premier prérequis? C'est un élément d'une stratégie. Vous ne pouvez pas réduire la lutte contre la corruption à la seule réforme du code pénal. Je vais vous donner un exemple et vous livrer des observations pédagogiques. De quoi on parle quand il y a de la corruption? Il n'y a pas une corruption. Il y en a plusieurs, oui. Eh oui, il y a une typologie des corruptions et donc il faut que l'arsenal de lutte soit adapté à ces différents types de corruption. Il y a la corruption active, il y a la corruption passive, où vous sollicitez pas mais vous acceptez. Il y a la corruption publique, il y a la corruption directe donc par des dirigeants. Et en plus, il y a des formes de corruption. C'est une corruption à la carte, c'est ça qui est intéressant. Il y a le pot de vin. Tout le monde sait ce que c'est que le pot de vin ou la petite enveloppe. Il y a le favoritisme, le fait de privilégier des proches ou de la famille. Il y a le népotisme aussi. Il faut y ajouter le détournement et encore l'extorsion. Donc, les instruments de lutte d'un dispositif opératoire contre la corruption doit prendre en compte cette typologie des différentes corruptions. Je vous rejoins maintenant sur la réforme du code pénal. Évidemment, l'arme mère, l'arme atomique, c'est le code pénal. Le code pénal, parce que c'est le code pénal qui permet de sanctionner les infractions à la loi, donc le fait qu'il y a des détournements, il y a des pots de vin, etc. Nous en sommes là. Le code pénal, il est en panne, si vous le permettez. Il a été annoncé par le précédent gouvernement Othmani pendant des années et il n'a pas avancé.
alors que c'était un gouvernement qui se piquait d'instaurer l'éthique dans la vie publique, etc. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait un ministre de la Justice USFP qui n'a pas pu faire avancer son programme parce qu'il voulait une refonte totale du Code pénal, alors que son prédécesseur PJD voulait limiter la réforme du Code pénal à un certain nombre d'articles. On arrive avec ce nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement se distingue par quoi? Par un discours et par la prise de position les premières semaines de sa nomination de l'actuel ministre de la Justice. Je dis bien actuel, pour sans doute relever au passage, mais ça n'engage que moi, la précarité de son statut. Mais c'est un autre débat. Bien. Certainement pas le nôtre aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une charte de la réforme du système judiciaire qui doit être appliquée, qui doit être parachevée. Je voudrais finir ma phrase pour ce qui est du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il a déclaré les premières semaines de son installation? Il s'est opposé à un texte qui sanctionnait l'enrichissement illicite. Je note le peu d'empressement de ce cabinet à engager une véritable lutte contre la corruption. Pourtant, nous avons un dispositif qui est opérationnel, pas simplement le code pénal, si vous le permettez, la direction des impôts. Dans le code des impôts, il y a un article qui dit que la direction des impôts a la possibilité de faire des redressements au vu d'un certain nombre de signes extérieurs de richesse. Eh bien, c'est appliqué de manière ponctuelle ici ou là quand on veut s'occuper d'un cas particulier, mais c'est très facile d'évaluer le patrimoine de quelqu'un, parc automobile, parc immobilier, etc., et de lui dire donnez-nous la traçabilité des revenus, des profits qui ont permis de constituer ce capital-là. C'est ça mon problème, si vous permettez, le problème des citoyens. Nous avons perdu l'indice de perception de la corruption. Nous sommes à 38%. Nous avons perdu 5 places. 38e place. Oui, nous sommes à 38 points. On a perdu 5 points. 5 points. 21 places. Oui, depuis 2008. Et dans le classement international, 2018. Dans le classement international, nous avons perdu 21 places. C'est vous dire que c'est compliqué. J'ajoute un autre élément pour rejoindre ce qu'a dit le président. Le manque de confiance des citoyens. Moi, je suis juriste, je note le différentiel qu'il y a entre le développement et la prospérité du champ de la corruption et le nombre d'affaires qui sont judiciarisées. Alors que normalement, plus il y a de corruption, on devrait avoir plus d'affaires en justice. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il y a de plus en plus de scandales. Ce ne sont pas les affaires qui manquent. Hein. Et là, on parle justement de cette confiance de la classe politique. Nous allons revenir à ce point en particulier. On va y revenir. Naturellement. C'est d'actualité aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, ce qui est d'actualité, ce sont justement ces recommandations de l'instance. Qu'est-ce qui les différencie? Vous avez parlé de ces 6 piliers. Qu'est-ce qui les différencie de la stratégie qui a été adoptée précédemment? Et est-ce que vous pensez qu'avec les changements et avec l'adoption de cette loi 46-19, eh bien, les choses pourraient, vraiment dans l'idéal, pourraient vraiment avancer dans le bon sens? Alors, avant de répondre à votre question, et j'y répondrai peut-être avec quelques précisions, mais je reviens sur la question du code pénal et du système pénal dans sa globalité, la procédure pénale et aussi le code pénal. Ce sont des éléments effectivement clés dans la stratégie de lutte contre la corruption. Nous avons déjà émis notre avis sur le projet de réforme de la procédure de code pénal pour qu'elle réponde aux spécificités de la corruption, aux crimes de corruption. Nous avons produit plusieurs rapports, notamment un rapport sur le conflit d'intérêts, un rapport sur l'enrichissement illicite et d'autres domaines qui sont complémentaires au code pénal. Qui sont publics, hein? Tout est public. Tout ce que fait l'instance et qui arrive à maturité, c'est-à-dire qui arrive à produire un rapport, il devient public, sans exception. Que ce soit les études, que ce soit les avis, que ce soit les analyses, etc. Donc tout est public. Pour revenir à la question de l'enrichissement illicite, avant de dire un mot sur le code pénal, l'instance avait déjà émis en 2020
un avis pour dire que l'enrichissement illicite doit avoir une loi propre, puisque c'est une problématique qui est assez complexe et qu'on ne peut pas la traiter par quelques articles au niveau du code pénal. Et nous avons donné un avis complet qui répond même aux préoccupations qui justifieraient de ne pas incriminer l'enrichissement illicite. Ces préoccupations qui relèvent de droits constitutionnels, les droits à la présomption d'innocence, le droit à une défense équitable, etc., nous y avons répondu de manière précise, puisque la question de renversement de la charge de preuve, nous l'avons traitée de sorte à ne pas toucher à ces fondamentaux constitutionnels et de droit, puisque nous avons dit que c'est à l'État de prouver qu'il y a une accumulation de richesses qui dépasse ce qui est une accumulation importante, c'est-à-dire qui dépasse de loin ce qui serait justifiable par les revenus connus. Nous avons dit qu'il faut que l'État prouve que la personne concernée était dans un poste qui lui permettrait de profiter de sa situation pour s'enrichir. Et nous avons donné plusieurs éléments pour dire que inverser la charge de preuve n'est qu'après avoir prouvé ces différentes composantes et après, le concerné doit prouver que les sources sont légitimes. Donc il n'y a aucune contradiction, ni avec les droits constitutionnels, ni avec les droits fondamentaux. Mais qui dit cela ? Pourquoi vous dites qu'il n'y a aucune contradiction ? C'est le ministre qui dit. C'est ça la justification que le ministre avance. Il dit que c'est anticonstitutionnel. Il dit que ça toucherait à la présomption la présomption d'innocence, etc. Donc, nous avons répondu de manière claire et nous proposons d'organiser un débat public dans une rencontre ouverte sur ce sujet parce qu'il est fondamental. C'est un point d'entrée important pour la lutte contre la corruption. Et je reviens maintenant les piliers. Parmi les piliers, nous avons un qui est celui de l'assèchement des foyers de corruption. Exact. Et dans lequel nous logeons cette composante, cet élément structurant à côté d'une déclaration de patrimoine efficace avec un système qui va au-delà des textes qu'il faut reprendre complètement, à côté de la gestion du conflit d'intérêts qu'on ne peut pas supprimer et éliminer complètement les situations de conflit d'intérêts, mais nous devons les encadrer de manière claire et transparente. Nous devons donner les moyens à ce que chacun qui se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts déclare sa situation et déclare quelles sont les mesures qui sont prises pour éviter les risques qu'il y ait un suivi et un contrôle après sa déclaration. C'est ça, exactement. Qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque à ce qu'il y ait des intérêts qui soient tirés d'une position de conflit d'intérêts. Donc, tout cela est très clairement défini dans des études qui ont fait des analyses, bien entendu, de la législation nationale, mais qui ont aussi fait des études de benchmark à l'échelle internationale et comment les expériences les plus avancées et qui ont produit des effets, qu'est-ce qu'elles ont mis en place et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et sur certains sujets, il y a même un scoring par rapport aux normes internationales pour noter la situation de la législation marocaine et pour montrer sur quel levier nous pouvons agir pour rendre plus efficace notre législation face à ces pratiques. Donc, on a l'impression qu'on est à deux vitesses, là. Pour ceux qui disent le Maroc à deux vitesses, on a l'impression que vous vous basez sur des études empiriques, sur du benchmark. Enfin, en tout cas, c'est scientifiquement prouvé, si je peux me permettre l'analogie. Mais en même temps, on a cette lenteur. Mais en même temps, on a des réticences. Je vais expliquer donc on ne peut pas avancer. Je vais expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas paradoxal. Au fait, nous partons d'une réalité que l'instance a mis sur le tapis de manière très claire. La situation n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas à la hauteur de ce que peut faire le Maroc. Nous avons été dans des analyses, nous avons ouvert une vingtaine de chantiers sur lesquels nous avons mené par la même approche des études très pointues
aussi bien pour évaluer, parce que vous avez posé la question sur la stratégie nationale qui a été adoptée fin 2015, et nous l'avons analysée programme par programme, projet par projet, pour dire qu'est-ce qui est aujourd'hui les avancées qu'il y a sur lesquelles nous pouvons capitaliser pour transformer ces avancées en apport et en impact, et quelles sont les failles qui ont empêché de produire ces impacts. Nous l'avons fait dans la finesse. Et justement ça, c'est ce qui montre que nous avons aujourd'hui, à travers tout ce qui a été fait sur les 20 dernières années, nous avons un capital qui n'a pas produit les effets, mais qui existe et qui peut être consolidé. Nous avons une analyse qui permet de dire comment, y compris comment on peut tirer profit sur le court terme pour produire des effets et pour alimenter la confiance. Quels sont les projets qui ont été mal engagés ou les sujets qui ont été mal abordés et sur lesquels il faut apporter une réponse autrement plus appuyée et plus en profondeur. Et donc tout cela, le Maroc en dispose aujourd'hui. Et donc nous sommes capables de passer d'une réalité qui donne des résultats non satisfaisant à une approche nouvelle qui implique toutes les autorités et qui est basée sur une vision partagée. Et c'est ça le point fondamental qui changerait, c'est que nous partons d'une vision... Qui changerait s'il y a l'engagement de la partie... c'est ce qu'engage dès janvier, sur la base de tous les travaux qui ont été faits sur les 5 dernières années, l'instance engage un processus avec les différentes autorités dès janvier courant pour partager, pour interagir, pour enrichir à chaque fois que c'est possible, enrichir avec ces autorités, avec ces acteurs, enrichir les propositions d'orientation et la stratégie et le projet de stratégie nouvelle génération, et de manière à ce qu'au bout d'un exercice pour lequel nous estimons une période de 4 à 6 mois, nous arriverons à une vision partagée, à une stratégie définie dans la finesse avec des plans prioritaires annuels. Nous ne parlons pas de 10 ans et ensuite on évalue. Nous parlons de priorités annuelles avec des résultats qui seraient mesurables de manière continue et qui permettraient d'abord de s'assurer que nous avons réellement produit les effets escomptés, que nous avons touché les citoyens et les acteurs dans leur vie et répondu aux attentes par rapport à ces sujets-là. Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour recadrer cette stratégie? Donc nous sommes prêts, le Maroc serait prêt à avoir une nouvelle dynamique pour atteindre les objectifs escomptés. Pour revenir en 2 mots au code pénal... Vous utilisez le conditionnel, hein, et là je me pose des questions. Le Maroc serait prêt. Là, parce que je ne... Donc vous mettez le conditionnel, c'est à condition que... À condition que toutes les autorités et tous les acteurs s'engagent dans ce processus de convergence et d'interaction. L'instance n'a pas la prétention de présenter des choses parfaites. Nous considérons qu'il y a une accumulation qui ne part pas seulement du travail de l'instance, mais du travail fait par le Maroc sur les 20 dernières années. Mais ça peut rester imparfait et toutes les autorités peuvent interagir pour compléter, pour adapter le cas échéant, mais l'essentiel, c'est qu'au bout de chaîne, comme ça a été fait en 2015 pour adopter une stratégie, mais cette fois-ci, c'est une démarche qui est beaucoup plus en profondeur. C'est une démarche qui part de résultats qui sont, comme je le dis, dans la précision et qui permettraient d'être mesurables dans la continuité de la dynamique. Donc, le conditionnel, c'est par rapport à ça, parce que je ne peux pas parler au nom des autres. Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir en 2 mots sur le code pénal, je veux insister sur un élément. Le code pénal et le système judiciaire dans sa globalité est un pilier important pour la dissuasion, pour la sortie du sentiment d'impunité. Il est très important par rapport à la crédibilité de l'ensemble, mais comme le disait le professeur Shemi,
à lui seul, c'est un pilier qui ne suffirait pas. Aucun pilier à lui seul ne pourrait pas permettre au pays d'atteindre les résultats escomptés. C'est un ensemble global. C'est une réforme, en fait, qui doit être intégrale. En même temps, c'est une réforme globale, mais qui est planifiée dans le temps pour qu'on ne se perde pas dans la complexité. L'instance a beaucoup travaillé pour permettre au Maroc d'absorber la complexité dans une approche dynamique, dans une approche pragmatique pour pouvoir produire les résultats au fur et à mesure du déroulement de cette dynamique. Pourvu qu'on y adhère. Enfin, qu'on se dit on, c'est le reste. Oui, je vous vois. Oui, justement, vous voulez réagir peut-être, et puis on parle de temps aussi de ce sujet d'actualité. Je voudrais saluer le discours optimiste du président, mais c'est un discours. Vous avez mis 5 ans pour faire un travail d'excellente facture, je n'en doute pas, des études, des rapports, des benchmarks, etc. 5 ans. Nous sommes en 2024. Vous avez maintenant une stratégie. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans votre engagement, vous, en tant qu'instance, et dans l'engagement de vos équipes. Le problème, c'est le basculement entre ce que vous dites, les rapports, les études affinées, etc., et leur traduction en politique publique. Je doute que les politiques publiques aujourd'hui, en ce début 2024, prennent en main ce dossier et fassent de la lutte contre la corruption une priorité. Il y aura toujours le discours, mais le problème, c'est de traduire ça par des mesures concrètes. La mesure concrète, c'est la réforme du Code pénal. Voilà, on l'a. Oui, mais cette réforme du Code pénal, elle va se faire quand? On va voir. Mais déjà, si vous le permettez, vous avez été sévère avec le Code pénal actuel, où il y a une dizaine d'articles sur la lutte contre la corruption. Ils n'ont pas été tellement sollicités pour sanctionner des cas de corruption. C'est pour ça que je dis théoriquement. Oui, non, mais il y a eu des cas, il y a eu des affaires judiciaires de condamnation pour corruption, etc. Mais ce dispositif du Code pénal actuel n'a pas été tellement sollicité. Il est sollicité de manière ponctuelle, comme je l'ai dit. Dernier point aussi, c'était facile outre ce que j'ai signalé, le travail qui peut être fait par la direction des impôts au niveau des signes extérieurs de richesse. Ça, c'est imparable parce que c'est objectif. Vous avez tel patrimoine, vous avez ceci. Ce travail n'est pas fait. Et il est fait de manière tout à fait ridicule dans tel ou tel cas. Deuxième carence que je voudrais signaler, et je vais faire la transition avec le dossier des crises actuelles, etc., le problème de la carence des banques. Vous savez que les banques sont astreintes en vertu d'une réglementation nationale et internationale, supervisée par la Banque centrale qui est extrêmement sourcilleuse sur ce plan-là, vous le savez, sur la traçabilité des fonds et des mouvements de fonds. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a 200 affaires qui ont été signalées, déclarations de soupçons, et il y en a une centaine traitées, il y a eu 70 condamnations poursuites pénales. Mais tout le reste... J'enchaîne avec le problème de la corruption qui vous tient à cœur. Bonjour, le manque de capitaux. Après, donc déjà, on se plaint de manque de liquidité. Alors, oui, mais c'est une question... Sur une économie qui est basée sur le cash sishémi, ce serait bien aussi de se baser sur peut-être des projections qui soient réalisables et réalistes. Nous avons 350 milliards de dirhams en cash. C'est un rapport de la Banque centrale. Et le cash a augmenté entre 2021, 2022, 2023. C'est le rapport de la Banque centrale, je vous donne mes sources. Le cash a évolué, il s'est amélioré. C'est un certain nombre d'autres paramètres. Mais je parle des mouvements qui passent par les circuits bancaires. Il y a des affaires où des sommes importantes sont là, virées, créditées, débitées. Les banques n'ont pas fait leur travail. Je voudrais enchaîner l'affaire de ce qui se passe à Casablanca, sans citer les noms, etc. Il y a des mouvements. On ne va pas citer les noms parce que les affaires sont en cours. Mais c'est mon job. Le juriste que vous êtes. Non, c'est mon job et je suis respectueux. Vous savez cela mieux que moi. Je suis respectueux de ces règles déontologiques, vous le savez. Mais il y a eu des mouvements de fonds de millions, de dizaines de millions de dirhams qui n'ont pas été signalés depuis 2014-2015. Donc il y a une carence du système bancaire et tout ça participe de ceci. Ce que je voudrais formuler, cette hypothèse, c'est que la corruption au Maroc, c'est un modèle économique. C'est un modèle économique très sophistiqué. C'est un modèle économique sophistiqué. Alors, il s'adapte avec il part de la petite corruption, un billet par-ci, par-là, ceci, cela,
ensuite l'échelle supérieure, ensuite les grands mouvements de corruption. Est-ce que ça ne va pas, voilà, je voudrais vous interpeller dessus, est-ce que ça ne va pas dans le sens contraire? Comme un peu la théorie du ruissellement. Vous dites que la corruption commence par la petite corruption, le billet sous la table. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Je vais être précis, puisque vous m'attirez sur ce terrain. Il y a une petite corruption qui n'est pas de la corruption. C'est de la vie quotidienne. Non, moi j'assume mes propos. Vous assumez vos propos devant le président de l'instance de lutte de prévention et de probation de la corruption. Il y a ce qui est appelé corruption, entre guillemets, qui n'est pas vraiment de la corruption. C'est un service qu'on vous rend. C'est tout, vous rendez des services. C'est un peu le fast-track pour avoir un document administratif. Non, c'est pas forcément de document partout. C'est une. La petite corruption n'est pas. On ne peut pas dire que elle n'est pas de même nature. Je suis en désaccord avec vous. Si vous le permettez, il ne faut pas vous polariser sur la petite corruption, des petits services, etc. Il faut vous centraliser, axer votre action sur la grande corruption. Pourquoi? Parce que la petite corruption, c'est une relation sociale qui se fait, ça se fait partout, ça se fait ici, ça se fait partout, etc. La petite corruption. Il faut pas généraliser et se servir de la petite corruption pour tenter de blanchir la grande corruption. Vous choisissez le mot, blanchir. Blanchir, oui. C'est pour ça que c'est la grande corruption qui est problématique, et cette grande corruption ne fait pas l'objet d'une mobilisation politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volontarisme politique. Il n'y a pas de volontarisme pour régler des histoires de conflits d'intérêts, les dénis d'initiés que tout le monde sait, les ententes illicites, les avantages indus, les marchés donnés prioritairement aux uns et aux autres sur la base de sous-table, de tout ce que vous voulez. Il manque à ce cabinet, comme d'ailleurs c'était le cas des précédents cabinets, il faut être juste, il manque une réelle volonté politique de mettre fin à la corruption, et pour ça il y a des dispositifs. Je signalais les impôts, les banques, d'autres facteurs d'identification, tout ça, et nous allons, je formule l'hypothèse, on se retrouvera dans un an, je vous le souhaite, si la chaîne veut bien nous inviter pour faire le point, on se retrouvera début 2025, Inch'Allah, pour faire le point sur le bilan de l'année 2024, et vous verrez, il n'y aura pas grand-chose de fait, parce qu'il n'y a pas de volontarisme politique, et tout le monde s'accommode finalement de ceci. Mais je pense qu'il partage un peu votre avis. C'est pour ça que je l'interpelle depuis tout à l'heure sur l'engagement. Oui, mais moi je peux le dire plus nettement que lui. Voilà. Si vous permettez, justement, j'essaie d'être de la manière la plus objective et la plus concrète. D'ailleurs, j'étais interpellé sur l'utilisation du conditionnel. Ça veut dire que je suis en même temps optimiste parce que nous disposons de tout ce qu'il faut pour pouvoir. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. Je voudrais juste relativiser certaines choses. Quand vous dites que ça reste des études, ça reste des rapports, ça reste... ça ne se limite pas à ça. Par exemple, quand j'ai parlé d'un ensemble d'ingrédients qui permettraient de soutenir le pilier d'assèchement des foyers de corruption, et je reviendrai sur la petite et la grande corruption parce que c'est très important. Donc, parmi ces piliers, c'est la déclaration obligatoire de patrimoine, c'est le conflit d'intérêts. Aujourd'hui, d'abord, l'instance a produit un avis très détaillé, etc., mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un draft de projet de loi pour le conflit d'intérêts et pour la déclaration de patrimoine. On n'en a pas pour l'enrichissement illicite, mais il y a un draft sur lequel l'instance, d'abord, qui a pris dans une large mesure les recommandations de l'instance. Et donc, si je parle de la déclaration obligatoire du patrimoine, non seulement le projet prévoit une refonte totale des textes, parce qu'ils sont aujourd'hui inopérants, ils ne peuvent pas produire d'effets, mais c'est tout le système de déclaration qui est cadré par cette loi, y compris... Si vous me permettez, déclaration de patrimoine, il faut clarifier les choses pour nos téléspectateurs.
il y a une procédure de déclaration de patrimoine, et pour ceux qui ont des mandats électifs ou qui ont des postes de responsabilité, vous savez que c'est le contrôle de la Cour des comptes, un contrôle extrêmement pointu. Maintenant, c'est l'identification des titulaires du patrimoine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que X, au lieu de déclarer son patrimoine, il le met au nom de sa femme, de ses enfants, de son frère et de son cousin. J'y arrive justement. La refonte en question touche y compris à ces éléments que vous venez de citer. Elle définit les orientations du système d'information qui doit être un système d'information interactif avec les autres bases de données. C'est ça ce que recommande l'instance et c'est vers ce sens que nous poussons et le projet de loi a tendance à aller dans le sens des recommandations et avec un objectif qu'il sorte le premier semestre de 2024. La déclaration de patrimoine, aujourd'hui, nous avons... Vous allez soumettre ce draft de loi, vous l'avez... C'est pas nous. Nous avons présenté notre rapport et c'est le gouvernement, c'est le ministère de la réforme de l'administration qui a produit le draft et sur lequel nous avons émis un avis complémentaire de manière à recadrer et aller plus dans la précision par rapport aux recommandations données. Donc, si ça aboutit, je trouve que c'est un pas important. Président. Le conditionnel. Non, mais je ne peux pas parler des autres. Je suis en train de dire, voilà ce qui est les faits, voici les faits. Mais je pense que... ma remarque n'était pas du tout pour vous contredire ou vous jeter la responsabilité, mais effectivement, ça reste tributaire du bon vouloir des politiques. Non, ce que je peux dire par rapport à ce bon vouloir, le fait d'avoir mis dans le processus un draft, c'est un pas important. Ça veut dire que le gouvernement se penche sur la question. Et ce n'est pas... Il se penche sur la question. Vous savez, Président, notre désaccord est le suivant, si vous le permettez. Je ne doute pas de la qualité de votre travail et de vos motivations et de vos motivations civiques, citoyennes, que je tiens à saluer, de tous les membres de l'instance. Je comprends votre souci au sein de l'instance de donner de la visibilité et de la confiance aux citoyens. Simplement, ça ne se décrète pas. Oui. Il faut des mesures concrètes. Oui. Et votre travail, si qualitatif soit-il, n'est pas suffisant pour entraîner l'adhésion des citoyens et l'adhésion à une politique de lutte contre la corruption. Quelle est mon interrogation finalement? C'est que je doute, mais comme j'aimerais me tromper, je doute de la capacité de ce cabinet à entreprendre de sérieuses réformes de lutte contre la corruption, quelle que soit la qualité de vos rapports, et nous en reparlerons. Alors, juste, je l'interpelle, parce que qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quelles sont les preuves que vous détenez? Sur quelle base faites-vous ces assumptions? J'ai des éléments que je vais vous livrer. Le retard mis pour la réforme du Code pénal et pour ce qui est de la sanction de l'enrichissement illicite est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui de la non-réforme de la fiscalité. Il y a des mesures ponctuelles qui ont été prises pour l'IS, l'IR, etc. Mais fondamentalement, on n'a pas touché le système fiscal tel qu'il est, qui est un système inégalitaire et injuste, parce qu'il pénalise et ponctionne les classes moyennes qui ont des revenus déclarés avec des prélèvements. Il ne se préoccupe pas des bases importantes de l'évasion fiscale ni de la fraude fiscale. Il est important de dire qu'on ne s'adresse pas au gouvernement ou à une autorité. Nous nous adressons, nous, à l'État dans sa globalité et avec ses différentes composantes. Bien sûr, le gouvernement a son rôle comme institution centrale dans la mise en place des politiques et dans leur mise en œuvre. Au préalable de ce que nous présentons, nous avons fait un diagnostic qui a couvert un quart de siècle et qu'on présente les résultats. Nous avons fait une analyse des politiques publiques. Et nous disons très clairement que les ambitions du Maroc, qui sont très importantes et qui ne sont pas au-dessus de ses vraies capacités, ne sont pas accessibles sans s'attaquer à ce fléau qui est la corruption. Et donc, c'est une problématique majeure pour le pays. Et l'État doit se mobiliser
nous disons que l'État doit se mobiliser avec toutes ses composantes pour créer les conditions du développement à la hauteur des capacités du pays et qui sont nécessaires pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens, des besoins légitimes des citoyens. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas un choix selon nos analyses, c'est une obligation pour le pays. Et donc, dans ces conditions, on donne le moyen. Comment est-ce que c'est faisable? Et nous avons essayé d'être dans le détail le plus précis pour permettre d'atteindre les objectifs. Donc, est-ce que c'est possible? C'est possible dans les conditions que nous avons citées. Le début de prise en charge de recommandations et de les élaborer dans des projets de texte, c'est important. Donc, pour revenir au pilier qui est réservé à l'assèchement des foyers de corruption, bien sûr que l'enrichissement illicite est un élément qui manque, mais qu'il faut insérer rapidement. Mais si on arrive à engager le processus de déclaration de patrimoine, de conflit d'intérêts, etc., c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres piliers, parce que ça s'attaque effectivement, ça permettrait de s'attaquer à la grande corruption. Mais il ne faut absolument pas négliger la petite, parce que la petite, elle touche au droit, parce que quand on considère que c'est de la facilitation, ce n'est pas vrai, parce qu'elle s'attaque aux droits des citoyens dans leur quotidien. Quelqu'un qui ne peut pas avoir un service public, il est pénalisé. Il n'a pas forcément les moyens de payer ce qu'on appelle la facilitation. Il n'a pas forcément les moyens d'attendre à trouver avec qui il va dealer pour pouvoir atteindre son droit. Donc, on ne peut pas négliger l'effet de la petite corruption. La petite corruption et la grande corruption ne se traitent pas de la même manière, voilà. Mais certainement. D'où la mise en place, c'est le pilier lié à la mise en place d'une approche axée sur la transparence et la qualité des services publics. Exactement, et axée sur le citoyen. Président, et pour ça, en fait, toute la lutte est axée sur le citoyen, si vous me permettez. Tout à fait. Vous voulez que les citoyens aient confiance dans la lutte contre la corruption. Donc il faut leur donner des résultats. Il faut des résultats. Il faut qu'il y ait une politique d'exemplarité par le haut. C'est quand on aura des mesures conséquentes de lutte contre la grande corruption que par ruissellement, le terme que vous avez employé, il y aura un assèchement de la moyenne corruption et de la petite corruption. Ce n'est pas antinomique, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire l'un ou l'autre. Parce que quand vous dites créer un environnement garant de la dissuasion et de la lutte contre l'impunité, quel est cet environnement? L'environnement, c'est d'avoir les moyens de punir tous ceux qui ont des infractions et donc sortir de l'impunité. La dissuasion, c'est d'appliquer la loi. D'ailleurs, dans l'enquête que nous avons menée, les citoyens en tête de ce qu'ils pensent être nécessaire pour pouvoir lutter contre la corruption, c'est l'application de la loi. C'est ça ce qu'ils mettent en tête. Évidemment. Donc ça, c'est un élément bien sûr, de dissuasion. 25% estiment inutile de porter plainte. Le quart estime inutile de porter plainte. Mais bien sûr, parce que 25%. Parce qu'ils considèrent que ça n'aboutit pas, que ça ne sert à rien. C'est ça ce qu'ils déclarent. Donc il faut créer les conditions, justement le pilier de dissuasion et de sortie de l'impunité. C'est à ça qu'il sert. Ça veut dire que lorsqu'ils seront protégés, ils vont dénoncer. Quand ils dénoncent, il faut que ça aboutisse. Ça veut dire qu'on a le moyen d'apporter les preuves de l'infraction. Il faut que ces éléments soient, vous parlez de code pénal, c'est là où il intervient et de la procédure pénale adaptée aux spécificités des actes de corruption. C'est ça ce qui va donner... La prochaine date fatidique et centrale ou la prochaine action, Béchir Rachdi, vraiment en quelques mots pour clore le débat. C'est justement ce processus que nous enclenchons pour interagir sur ce que propose de manière globale l'instance, de sorte à arriver à une convergence sur une vision partagée, sur des plans d'action qui s'étalent sur le long terme, le moyen, c'est-à-dire 3 ans, programmés sur 3 ans, mais avec des priorités précises année par année, et avec un système de gouvernance et un cadre institutionnel dont le texte est rédigé. Il est proposé et il y a eu des discussions multiples avec le chef du gouvernement et ses services. Donc tout ça,
aujourd'hui est prêt. Il faut que ça passe, que ça devienne une réalité, et cette réalité nous permettrait de nous projeter de manière concrète. Qui dit réalité concrète. des textes de loi. Eh oui. Non, il n'y a pas que les textes. Il y a des textes, mais il y a aussi des projets d'action de manière à, comme on a dit, de rendre les procédures simples, pas uniquement à travers les textes, mais au niveau de la pratique. Il faut que ce qui est publié soit opposable. Il faut que le recours soit effectif et immédiat. Il y a tout un ensemble de dispositifs que nous proposons pour transformer la stratégie nouvelle génération en réalité de manière pratique, dynamique et immédiate. Et vous appelez aussi la consolidation de la liberté de la presse et justement vous appelez les médias, médias, à participer à votre action. C'est ce que nous faisons à travers cette émission, à travers d'autres. En tout cas, Mohamed Bachir Rachdi, bien sûr le débat est encore très riche. Malheureusement, le temps nous a rattrapés. Merci et je vous donne rendez-vous dans quelques mois peut-être pour faire un bilan d'étape. J'espère que ce sera avec des avancées. Concluant. Et même si ce n'est pas concluant, ce sera l'occasion de rappeler que, il faut passer à l'action. Elle fait tout ce qui lui revient, et bien entendu, elle fait l'état de la réalité de la lutte contre la corruption au Maroc. Merci beaucoup, Mohamed Bachir Rachdi. Merci, professeur Maître Sahimi. Pas de discours du volontarisme. Et c'est sur pièce que l'on va juger la détermination de ce cabinet à mener sérieusement la lutte contre la corruption. Vous parlez du cabinet gouvernemental. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Sahimi. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous.